Bonjour à tous et bienvenue. Pour ceux que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer, je suis Betty Verneau, donc conseillère biodiversité à Biocentre. Et donc, je vous ai convié ce soir dans le cadre du webinaire de restitution, donc des diagnostics que j'ai réalisés sur le potentiel pour la biodiversité des fermes bio, donc que j'ai réalisé en Centre Val de Loire. Donc il aura pour objectif donc de vous présenter un petit peu l'appel à projet Bio Carré et ses objectifs. Je vous présenterai également donc toutes les fermes que j'ai pu diagnostiquer dans le cadre de cet appel à projet. Il sera aussi l'occasion de faire un point sur le volet biodiversité de la certification HVE. Ensuite, je vous présenterai donc les points forts et les points d'amélioration qui sont ressortis de ces diagnostics, ainsi que les perspectives de poursuite sur la thématique biodiversité dans le réseau bio du Centre Val de Loire. Et donc, on aura un temps aussi pour les questions et les réponses. N'hésitez pas à mettre vos questions et vos questions dans le chat au fur et à mesure, et Olivia de Biocentre du coup pourra les synthétiser au moment des questions. Donc pour vous représenter le contexte, donc il y a vraiment la volonté du réseau bio Centre Val de Loire de s'intéresser à la thématique biodiversité. Et donc l'action a commencé en 2020 avec le Gabor, donc qui a créé un groupe de travail dédié à la biodiversité. Et donc en 2021, Biocentre a voulu perpétuer cette action en répondant donc à l'appel à projet Bio Carré qui a été lancé par la région. Et donc cet appel à projet avait pour objectif donc de mieux connaître et d'évaluer le potentiel d'accueil de la biodiversité des fermes bio, d'initier par la suite une amélioration des pratiques et en parallèle donc d'évaluer les fermes bio de la région par rapport à la certification HVE. Donc, dans le cadre de cet appel à projet, j'ai pu diagnostiquer 51 fermes dans la région. Donc, j'ai essayé de répartir ces fermes par département, mais aussi par filière. Donc, j'ai le plus diagnostiqué des fermes en maraîchage qui ont montré un bon intérêt. Aussi en grande culture, souvent avec des légumes en plein champ. Aussi des exploitations donc en polyculture élevage. Notamment 2 dans le Loiret avec une dominance aussi de grande culture. Pour ce qui est des arboriculteurs, j'ai réussi à en voir 6 malgré les conditions météo, contrairement donc aux viticulteurs qui ont rencontré pas mal de difficultés cette année et qui du coup étaient beaucoup occupés, donc j'ai pu en voir que 4. Et j'ai aussi eu l'occasion de me rendre donc sur des productions de plantes aromatiques et médicinales. Donc voilà, les trois premières filières sont aussi les filières qui sont le plus représentées en région. Et donc ça m'a permis de réaliser donc 14 diagnostics dans le département du 41, 8 dans le département du 45 et du 18, 7 dans le 28, 9 dans le 36 et que 5 dans le 37. Donc ça fait un total de 51 diagnostics réalisés sur les 60 qui étaient initialement prévus dans la région. Et donc j'ai réalisé ces diagnostics du mois d'avril jusqu'au mois de novembre. Et chacune des fermes a bénéficié à la suite de ce diagnostic, donc d'un compte rendu avec des recommandations en termes de biodiversité, accompagné donc d'une cartographie des infrastructures agroécologiques. Donc voici une carte de localisation des différentes exploitations. Ça a été assez compliqué aussi de répartir vraiment d'avoir une bonne homogénéité entre les départements, sachant que c'était aussi avec la volonté de l'agriculteur. Donc voilà. Donc, dans un premier temps, ce qui concerne le volet biodiversité de la certification HVE. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la certification HVE, elle est composée de 4 volets, donc biodiversité, irrigation, fertilisation et tout ce qui est produits phytosanitaires.
Et donc, moi, je me suis consacrée uniquement à ce volet biodiversité qui est calculé en fonction de 5 critères. Donc, la part de surface de SAU, pardon, en infrastructure agroécologique. Il prend aussi en compte le poids de la culture dominante dans la SAU, le nombre d'espèces totales, enfin d'espèces végétales cultivées, le nombre d'espèces animales élevées, la présence de ruches et donc le nombre de variétés, de races ou d'espèces menacées. Et l'ensemble de ces critères est validé si la note obtenue est supérieure à 10. Donc, ce qui est intéressant à la suite de ces diagnostics, c'est les résultats des fermes bio en région. Donc, sur ce graphique, vous avez en ordonnée donc le nombre de fermes qui a obtenu les scores qui eux sont en abscisse. Donc, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que toutes les exploitations ont obtenu la note minimale de 10. Voilà, et que les fermes qui ont obtenu la plus faible note, c'était donc soit des monocultures pérennes, donc comme les viticulteurs où la diversité de cultures est faible, donc ils n'ont pas obtenu de points par rapport à ça, mais aussi les fermes qui se trouvaient dans un paysage ouvert, donc aussi en Beauce, en grande culture et en légumes planchants. Le cas des monocultures pérennes s'applique aussi donc pour les arboriculteurs où la diversité d'espèces cultivées est là peu importante, ou alors les infrastructures agroécologiques aussi assez rares du fait de l'absence de haies autour des parcelles ou ce genre d'aménagement. En revanche, on peut voir que beaucoup de fermes obtiennent de très bons scores sur ce volet, notamment grâce à leur diversité de cultures, puisque un des points forts des fermes bio, c'est souvent de compléter, d'avoir 2 activités différentes sur une même exploitation. Mais aussi, la plupart des exploitations ont pu valider ce volet, donc rien qu'avec les infrastructures agroécologiques et notamment avec les haies qui étaient présentes sur l'exploitation. Alors déjà, est-ce que vous avez des questions diverses à ce sujet? Je vous propose de lever la main de lever la main ou de poser vos questions dans le chat. Je veux bien poser une question. Donc, en fait, c'est donc Claudette. Oui. Tu as travaillé principalement sur les espèces végétales et animales domestiques cultivées. C'est pas sur tout ce qui est biodiversité sauvage. Alors, en fait, le volet biodiversité de la certification HVE ne prend en compte que la diversité cultivée. En revanche, c'est pour ça aussi que le réseau bio n'a pas voulu se contenter de cette certification, mais en parallèle, donc on a utilisé l'outil Action Biodiversité de Solagro que je vais vous présenter juste après. Qui là, du coup, ne se limite pas qu'à la diversité cultivée par contre, et prend en compte tout ce qui est composition des haies, etc. Est-ce qu'il y a eu des éléments sur les plantes messicoles? Alors non, il n'y a pas eu des. Enfin, je vous propose vraiment, maintenant de se contenter des questions sur HVE et vous allez voir par la suite que j'ai poussé l'étude un peu plus loin. Et donc, cette thématique est abordée à la fin du diaporama avec les perspectives. Et aussi, comme le demande Aurore Godard dans le chat, les chauves-souris seront évoquées à la fin du webinaire, du coup. Alors, on peut peut-être continuer, du coup, s'il y a des questions sur tout ce qui est biodiversité sauvage. Donc, je vous propose maintenant d'aborder le volet, l'outil Action Biodiversité de Solagro, qui est un outil donc en libre accès sur Internet et qui se base donc sur 3 grands items. Donc la diversité des infrastructures agroécologiques qui vont être les mares, les haies ou encore les bosquets. Ils prennent en compte aussi leur gestion, au contraire de la certification HVE, et leur connexion. Il y a un deuxième volet qui concerne tout ce qui est pratique réalisée par l'exploitant.
donc avec le travail du sol, l'irrigation et des données aussi sur l'élevage. Enfin, il y a plusieurs thématiques. Et un dernier volet donc sur l'implication de l'exploitant en faveur de la biodiversité, mais aussi dans son réseau local. Et ce qui est intéressant donc avec l'utilisation de cet outil, ce qu'il en ressort, c'est donc des points forts et des points d'amélioration pour chaque filière. Donc là, j'en ai résumé quelques-uns. Même si les exploitations bio ont déjà pour avantage donc la non-utilisation d'intrants de synthèse, la diversité d'espèces cultivées, comme le montre le diagnostic, on a aussi soulevé des points forts, donc qui est la durée de rotation et que l'on retrouve donc en grande culture, en maraîchage, mais aussi en polyculture élevage. Donc la diversité d'espèces cultivées, comme je vous le disais, et pour les grandes cultures, donc la mise en place de cultures associées. En revanche, les points à améliorer qu'il en ressort, donc c'est tout ce qui est gestion du sol, notamment avec les labours et les passages mécaniques, mais aussi donc la taille des parcelles qui souvent était supérieure à 10 hectares. Et enfin, la mise en place de cultures dépendantes des pollinisateurs qui étaient souvent trop faibles. Donc en maraîchage, comme je vous le disais, on retrouve la durée de rotation qui est considérée comme un point fort, à l'exception de certaines cultures qui sont obligées de revenir un peu plus régulièrement. Toujours cette diversité d'espèces cultivées, mais aussi l'utilisation de variétés anciennes ou locales pour quelques-uns d'entre vous. Et aussi donc la diversité de méthodes de lutte alternatives qui sont utilisées. En revanche, en point d'amélioration, donc toujours cette gestion des sols qui ressort. Également la diversité d'infrastructures agroécologiques, puisque sur les exploitations maraîchères, j'ai souvent observé une haie. Après, les bandes enherbées étaient quelquefois conservées, mais pas toujours. Ou alors, ça peut être aussi la mise en place de mares ou d'arbres isolés, même si c'est plus compliqué au vu de la taille des exploitations. Et donc aussi un des points à améliorer qui était le local de stockage des produits dangereux, qui était souvent absent, alors qu'il est obligatoire. Nous avons pour la polyculture élevage donc une durée de rotation qui est là aussi satisfaisante, ainsi qu'une part de pâturage et de prairies permanentes pareil, largement suffisante par rapport à la SAU totale, ce qui permet souvent d'avoir une autonomie en fourrage assez importante. Et donc, dans les points d'amélioration, une diversité des variétés utilisées pour la culture dominante, donc souvent avec une seule variété par culture. L'utilisation de races locales, donc pour la conservation du patrimoine génétique, même si quelques-unes des exploitations visitées utilisaient des races locales. Et donc la mise en place d'agroforesterie ou alors de parcours arborés, comme par exemple pour la volaille. Hop. Pour ce qui concerne donc l'arboriculture, ici aussi on retrouve une diversité d'espèces cultivées assez importante, et notamment l'utilisation de variétés anciennes, rustiques ou encore locales. Beaucoup d'arboriculteurs travaillent sur cet aspect-là. On a aussi une gestion de l'eau qui est considérée comme étant un point fort, avec donc plusieurs actions qui sont mises en œuvre pour limiter la consommation. Et donc un point assez important pour l'accueil de la biodiversité, c'est l'enherbement des vergers, donc avec un enherbement souvent satisfaisant en interrang. En revanche, donc les points d'amélioration, ça sera une diversité des types d'infrastructures. Donc là aussi, c'est assez compliqué de diversifier les éléments. Donc souvent, c'est les bandes enherbées autour des parcelles qui sont présentes. Et ça va aussi dépendre du paysage environnant. Et donc aussi, un point d'amélioration qui pourrait être mis en place, c'est des bandes fleuries, notamment qui pourraient contribuer à la lutte biologique.
Donc en viticulture, les résultats sont basés que seulement sur 4 exploitations, donc les points forts et les points faibles ne sont pas vraiment représentatifs, enfin du moins pas comme je l'espère au niveau de la région. Mais souvent, donc, ce sont des exploitations qui s'inscrivent dans un paysage de monoculture, donc où la biodiversité est difficile à favoriser et où la taille des parcelles est souvent trop grande. La taille des parcelles est souvent un point fort, mais le problème c'est que comme elles s'inscrivent autour d'autres parcelles viticoles, le critère est un peu biaisé. Un autre point fort, c'est aussi la mise en place d'engrais verts sur les surfaces gelées, donc en attente de replantation. Et là aussi, donc comme en arboriculture, l'enherbement de l'interrang, mais aussi donc la gestion des sols avec un travail qui est assez peu récurrent sur les exploitations que j'ai pu visiter. En revanche, en point d'amélioration, donc c'est l'utilisation de cépages rustiques ou anciens, une diversité de cultures, donc là qui est difficile à mettre en œuvre, et donc une diversité des types d'infrastructures agroécologiques là aussi. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de faire un petit tour des pratiques et des aménagements que j'ai pu, favorables à la biodiversité que j'ai pu voir. Donc pour commencer avec les aménagements herbacés, par exemple, 75% des exploitations que j'ai pu voir ont conservé des bordures de champs assez larges. Et ces bordures de champs, même si elles sont souvent avec un aspect adventice, elles abritent une flore spontanée et diversifiée. Donc comme là, on voit ici en photo, avec la centaurée, l'aquilée millefeuille et la mauve, qui vont mettre à disposition de nombreuses ressources pour les auxiliaires et les pollinisateurs. Ça va également constituer une zone de refuge pour la petite faune. Certains exploitants ont également mis en place donc des bandes enherbées pour contribuer au découpage parcellaire. Et ces bandes enherbées étaient mises en place sur les exploitations céréalières. Elles contribuent également à la continuité entre infrastructures agroécologiques, en créant des corridors pour la circulation des espèces. Et donc là, des photos des vergers et des vignobles que j'ai pu voir, avec un enherbement en interrang qui permet de couvrir le sol et donc par la même occasion de gérer les adventices, mais aussi de limiter l'érosion du sol. Donc, comme je le disais, si ces aménagements sont à aspect adventice, ils peuvent être restaurés avec l'implantation de mélanges adaptés. Et donc là, j'ai pas mis de photos, mais j'ai aussi pu voir l'enherbement entre les serres, des zones mises en défense, donc avec l'apparition de buissons qui vont créer des réservoirs de biodiversité, mais aussi donc beaucoup de jachères. Les jachères que j'ai pu voir se répartissaient sur 8 exploitations et représentait au total 37 hectares. Ce qui est important donc, dans ces éléments, c'est de réaliser une gestion différenciée. Cette gestion différenciée va permettre de créer une mosaïque d'habitat et ce qui pourra favoriser par la même occasion une diversité d'insectes, d'espèces faunistiques qui pourront aussi contribuer à la lutte biologique par la même occasion. Donc, dans ces mêmes aspects que les aménagements herbacés, certains exploitants céréaliers ont mis en place des bandes fleuries. Donc, trois exploitants sur les 13 céréaliers que j'ai pu voir ont mis en place des bandes fleuries. Elles participent elles aussi au découpage parcellaire et ils sont de réelles zones de refuge. Mais on observe aussi donc ce type d'aménagement chez les maraîchers, donc avec l'implantation de bandes fleuries au pied des poteaux de serre, qui vont contribuer donc à la régulation naturelle et à la pollinisation, mais aussi donc en plein champ, qui là aussi vont permettre de couvrir le sol pour limiter l'érosion et gérer les adventices. Donc là, par exemple, sur la photo, on voit un semis de légumineuses sous une ligne d'irrigation. Et par la même occasion, donc ces légumineuses vont contribuer à la fertilisation des sols.
Donc, durant les diagnostics, une exploitation maraîchère sur 2 a mis en place ce type d'aménagement, que ce soit en plein champ ou sous serre. Et donc, ces aménagements fleuris, ils vont favoriser la régulation naturelle en mettant à disposition donc des ressources pour les pollinisateurs, pour les auxiliaires, mais aussi des habitats, notamment pour l'hivernation. Et là, ce qui est important à prendre en compte, donc, c'est la gestion de ces bandes fleuries. Souvent, elles sont en place, mais leur gestion n'est pas adaptée et ne permet pas aux auxiliaires de passer l'hiver et donc d'être actifs plutôt en début de saison pour lutter contre les ravageurs au mieux. Ensuite, donc tout ce qui est aménagement arboré. Donc, ils vont des arbres isolés, dont 71% des exploitations diagnostiquées possèdent au moins un arbre isolé, souvent qui est là depuis longtemps. Ou aussi donc des alignements d'arbres qui sont implantés en bord de parcelles, en bord de chemins, mais aussi entre les planches de maraîchage ou encore entre deux rangs de vignes lorsque l'un d'eux est arraché. Donc ces aménagements vont contribuer à la continuité entre les infrastructures. On a également donc l'agroforesterie. Beaucoup d'exploitants m'ont montré leur intérêt pour ce type de pratique, donc ils vont contribuer au découpage parcellaire en tant que tel. Et donc plus des éléments qui dépendent du paysage, donc comme les lisières de bois ou les bosquets. Donc 65% des exploitations possèdent soit un bosquet ou se trouvaient en lisière de bois. Et donc pour finir, les haies. Au total, c'est 116 km de haies qui ont été recensées, mais 63% d'entre elles se trouvaient sur les exploitations en polyculture élevage, donc souvent pour délimiter les prairies de pâturage. Donc ces aménagements arborés, ils participent à la conservation des sols en limitant l'érosion et en participant à la fertilité et à la lutte aussi contre le réchauffement climatique. Ils ont un rôle de brise-vent et souvent c'est pour cela qu'ils sont implantés. Plus largement, ils diversifient le paysage, ça crée une mosaïque d'habitats et donc ils contribuent aussi à créer des corridors écologiques. Mais ce que j'ai pu observer, c'est que souvent les haies n'étaient pas pleinement fonctionnelles, puisque pour cela, il faut qu'elles soient constituées de 3 strates, donc la strate arborée, la strate arbustive et la strate herbacée. Et souvent, cette strate herbacée n'est pas conservée, ce qui ne permet pas de bénéficier donc des qualités écologiques d'une haie pleinement fonctionnelle. Mais cependant, elles vont permettre de mettre à disposition donc du pollen et du nectar grâce à la diversité d'essences qui la constituent, mais aussi donc des fruits et des baies pour tout ce qui est oiseaux par exemple. Pour l'ourlet herbacé, c'est souvent une flore spontanée riche et diversifiée qui est observée, mais aussi une flore dépendante de ces milieux ombragés. Et donc, avec la présence de plantes défensives, elles vont permettre de protéger aussi certaines espèces de faune et aussi elles vont servir de zone de refuge. Maintenant, pour ce qui concerne donc les aménagements aquatiques, là aussi, ils dépendent souvent du paysage. Donc, j'ai pu observer des ruisseaux, des fossés, des cours d'eau assez divers. Mais surtout une végétation dépendante de ces milieux aquatiques qui sont aujourd'hui menacés. En revanche, donc là, un élément qui ne dépend pas du paysage, mais plutôt de l'exploitant, il y avait pas mal de mares quand même sur les fermes. Elles permettent de créer un point d'eau pour la faune, mais aussi un lieu de reproduction, comme par exemple les grenouilles et les libellules. Et donc 18 des 51 exploitations diagnostiquées avaient au moins une mare en place et 21 avaient-elles un fossé ou un cours d'eau compris dans leur parcellaire. Ce que j'ai pu aussi observer, donc c'est des créations de milieux humides
pour récupérer les eaux de pluie ou alors les eaux de lavage de fruits comme sur la deuxième photo, ou encore des étangs qui servent à l'irrigation. Et donc ces milieux, même s'ils sont régulièrement asséchés, comme par exemple le trou d'eau sur la première photo, ils vont permettre à certaines espèces faunistiques de se reproduire, comme par exemple les tritons qui n'ont besoin que de peu d'eau. Mais surtout, ils vont favoriser donc l'évacuation des eaux pluviales. Là aussi, la gestion est importante pour avoir une bonne fonctionnalité de ces milieux, avec une période d'entretien adaptée et toujours avec la conservation d'une végétation en bord de mares ou d'étangs pour pouvoir pour que les libellules, par exemple, puissent réaliser leur cycle de vie. Et enfin, donc en complément, j'ai pu observer d'autres habitats auxquels on ne pense pas forcément, mais qui sont tout aussi intéressants. Donc par exemple, comme sur ces photos, en haut, on voit une photo d'un fossé qui a été creusé sur le côté d'une serre en maraîchage, ou encore en bas, donc un talus sur le bord d'une route. Et ces aménagements, qui sont souvent en terre ou en sable, vont permettre à certains insectes de nicher, comme par exemple les abeilles sauvages. On a aussi donc des tas de pierres ou des tas de sable qui sont parfois entreposés sur le coin des parcelles, mais qui sont eux aussi très intéressants, qui vont permettre à une diversité d'espèces de nicher, d'hiverner même. Donc comme les reptiles, les lézards, les insectes ou certains petits mammifères qui vont passer l'hiver cachés dans les cavités. Et donc, pour finir, tout ce qui est bois mort au sein des haies, arbres têtards ou aussi les souches sont importantes à conserver. Elles vont abriter de nombreux insectes, elles vont servir aussi à certains oiseaux pour nicher, mais aussi certains individus qu'on voit moins souvent, des chauves-souris qui vont aller se reposer donc dans les cavités de troncs d'arbres. Et donc pour finir, là encore, selon la volonté des exploitants, certains ont mis en place des nichoirs, que ce soit des nichoirs à rapaces ou des nichoirs à passereaux, notamment dans les vergers, les vignobles, pour contribuer à la lutte biologique. Donc ils vont abriter des couples de mésanges qui vont contribuer à la régulation naturelle, notamment contre les chenilles. Et aussi donc les rapaces, ça sera plutôt pour tout ce qui est mulots et autres et autres petits mammifères. Donc la moitié des exploitations que j'ai diagnostiquées avaient mis en place au moins un abri ou un nichoir. Ces éléments peuvent aussi être donc des perchoirs ou des hôtels à insectes ou encore des abris à chauves-souris. Toutefois, ce qu'il faut prendre en compte, donc, c'est l'emplacement où ils sont installés en fonction de l'espèce que l'on cible, mais aussi les matériaux utilisés, puisque certains exploitants ont voulu créer des nichoirs avec du plastique, donc ce n'est pas recommandé. Mais la volonté est quand même là et c'est des habitats qui sont importants à notifier. Ils sont aussi importants lorsque des ressources, notamment en nectar, en pollen, sont disponibles à proximité donc des installations, notamment pour les ruches que je n'ai pas citées jusque-là. Et donc en dernier point, donc ce qui ressort de ces diagnostics et surtout des audits, ça a permis d'établir une liste de demandes et de besoins aussi. Donc comme on en parlait tout à l'heure, pour la suite de l'étude, on aimerait mettre en place donc des partenariats avec les associations naturalistes pour pouvoir réaliser des inventaires. Donc certains ont proposé avant et après conversion pour voir l'impact des pratiques bio, ou encore après conversion pour aussi avoir un état des lieux de la biodiversité présente sur l'exploitation. Beaucoup d'entre vous aussi aimeraient des conseils sur les aménagements, notamment pour la restauration des mares, la gestion des ripisylves ou l'implantation de mélanges fleuris comme des jachères, mais aussi donc l'installation de nichoirs, vers qui se tourner, comment les installer.
Certains ont proposé d'organiser donc des échanges entre filières puisque certaines pratiques peuvent être discutées et peuvent concerner plusieurs filières à la fois. Et enfin, donc, comme on en parlait tout à l'heure, il y a eu beaucoup de demandes sur tout ce qui était végétal local et surtout plantes bio-indicatrices, mais aussi, oui, plantes messicoles. Pour ce qui concerne plus les pratiques en tant que telles, nombreux d'entre vous s'interrogent sur la récurrence du travail du sol et c'est une thématique importante puisqu'elle ressort des diagnostics comme étant un point à améliorer. On a également de la demande sur tout ce qui est technique de semi-direct, mais aussi donc l'implantation et la composition de couverts en interculture, de couverts en interrang et de couverts pour favoriser la biodiversité fonctionnelle. Donc ça, c'est des demandes qui ont été faites dans la plupart des filières et par de nombreux agriculteurs. Donc ça sera sûrement une thématique à privilégier. Mais aussi un travail sur le découpage parcellaire, notamment en grande culture, où certains ont l'envie mais ne savent pas comment s'y prendre. Donc accompagner justement dans ces pratiques, dans ce changement de pratique. Il a également été évoqué donc les bilans de carbone sur les exploitations, mais ça après discussion dans le réseau, ça sort un petit peu du contexte biodiversité et le sujet est encore trop vague. Et donc de la demande aussi sur tout ce qui est faune du sol et biodynamie. Et enfin, plus généralement, ce serait de valoriser les résultats obtenus par rapport à cette étude, mais aussi valoriser les pratiques des bio en faveur de la biodiversité. Donc, j'ai déjà participé à plusieurs réunions pour valoriser les résultats en cours de diagnostic. J'ai également participé à une matinée biodiversité dans le 41, donc avec le Gablec. Et en 2022, donc plusieurs actions, notamment des journées de restitution directement sur les fermes. J'aimerais qu'elles soient prévues en 2022 dans chacun des départements. Et aussi pour mettre en valeur les bio par rapport à la certification HVE. Pour cela, j'ai également réalisé un communiqué de presse. Donc, il a été envoyé début décembre, à voir les suites que cela prend. Il serait aussi intéressant de continuer les diagnostics. Donc, d'une part, pour les exploitants qui aimeraient qui se manifestent suite à l'exploitation des résultats, mais aussi pour diversifier les résultats, notamment en viticulture où seulement 4 exploitations ont pu être visitées. Et donc, une grosse demande sur le développement des actions biodiversité plus généralement dans le réseau. Je vous remercie de votre attention et je suis tout à votre écoute pour les questions. Edith de Biocentre. Moi, j'avais une question justement concernant la plantation de haies en région. Est-ce que tu as des éléments justement par rapport à la plantation de ces haies et au projet qu'il peut y avoir en région? Eh ben, le plan de relance continue pour l'année 2022, donc d'autres agriculteurs seront accompagnés. Malheureusement, on était limité à 60 accompagnements dans la région, ce qui est très peu. Mais on va essayer aussi de travailler sur cet aspect plantation, justement, et de trouver d'autres financements, puisqu'il y a eu beaucoup de demandes par les agriculteurs. Jean-François Vincent, est-ce que tu as fait une moyenne des résultats pour comparer avec HVE? En fait, la comparaison avec HVE est un peu compliquée parce que HVE va donner une note, contrairement au diagnostic sol agro, qui lui va prendre en compte plutôt des faits, donc des pratiques. Par exemple, HVE va prendre en compte que le linéaire de haies, alors que le diagnostic sol agro va pouvoir prendre en compte la gestion des éléments, leur composition, etc. Donc après, c'est assez difficile de comparer les deux diagnostics puisqu'ils n'ont pas du tout, ils n'ont pas la même vocation.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est sur le diagnostic HVE que tu as fait sur les fermes, tu nous Oui. as montré les résultats tout à l'heure. Est-ce que, je ne sais pas si ça vaut la peine, si c'est intéressant, mais est-ce que tu as fait une moyenne du résultat des diagnostics HVE sur les fermes? Non, j'ai pas fait une moyenne parce que la difficulté c'est que il y a plusieurs exploitations qui avaient plusieurs systèmes. Par exemple, souvent ils avaient grande culture et un atelier de volaille, ou alors arboriculture et un atelier de maraîchage. Du coup, je me suis basée sur la production principale. Après, pour la moyenne, globalement, je pense que ça aurait pas été intéressant puisque les volets, les indicateurs partent d'infrastructures agroécologiques dans la SAU ont été validés par toutes les exploitations sauf deux en grande culture et dans un paysage de plaine agricole. Pour la diversité d'espèces cultivées, c'est pareil. Les indicateurs ont presque, les exploitations ont presque tout obtenu le score maximal. C'est 7 points d'obtenus avec une diversité de 15 espèces cultivées. 10 ou 15, je ne me souviens plus. Du coup, les résultats des diagnostics HVE étaient quand même relativement semblables entre exploitations, mais je pourrais toujours essayer de réaliser une moyenne pour voir. Oui. C'est Olivia. En fait, ce que tu avais montré dans une première présentation, c'est que toutes les exploitations validaient la brique HVE par rapport à la biodiversité et que si on allait plus loin dans le calcul, on pouvait monter très haut. Et c'était ton diagramme, en fait, Oui, que alors tu as montré précédemment. je peux le remettre. Tac. En fait, la note minimale de 10 est atteinte par toutes les exploitations. Mais du coup, en fonction des critères, on peut aller bien au-delà de cette note. Et donc, comme on voit là sur le graphique, elle peut atteindre jusqu'à 27 si vraiment l'exploitation est dans un paysage assez diversifié, si les cultures le sont elles aussi. Donc là, l'exploitation qui a obtenu un 27 points, c'est une exploitation en maraîchage avec un atelier de caprin avec. Après, j'avais fait aussi donc des diagrammes sur justement les notes obtenues sur les différents critères, et je les ai pas mis sur ce diaporama-là parce qu'il n'y avait pas vraiment de différence qui ressortait entre exploitations d'une même filière. Je reviens sur les questions tout à l'heure, donc sur les chauves-souris et les rapaces. C'est vrai que c'est des espèces que souvent on les favorise pas. Enfin, c'est pas les espèces auxquelles on pense en premier. Mais du coup, par la mise en place de partenariats avec les associations naturalistes, ce serait l'occasion de développer justement des ateliers nichoirs ou ce genre de formation justement pour sensibiliser aussi les agriculteurs à ce type de faune. Oui, Claudette du Gabor, là, je voulais dire que, voilà, donc au Gabor, on a initié cette démarche sur la biodiversité. On a commencé en 2019 ou même 2018 peut-être bien. Et on a fait toute une formation avec une partie maraîchage et une partie céréales concernant tout ce qui est biodiversité. Mm-hmm. Et ensuite, on a fait une partie avec Loiret Nature Environnement pour tout ce qui est comptage sur ce qui est oiseaux et papillons et plantes. Et donc, je trouve que c'est très important de travailler en association avec LNE pour ceux qui sont dans le Loiret, parce que au départ, moi, je voulais aussi mettre des nichoirs pour les rapaces et ceci et cela. Et en fait, quand ils sont venus, ils ont donc c'est Marie des Neiges, Mm-hmm. s'appelle.
Ils ont fait donc un bilan et j'ai des rapaces, j'ai des plantes en liste rouge, des oiseaux en liste rouge. Donc, c'est pas forcément utile de mettre des nichoirs. Ce qui est plus utile, c'est ce que tu disais, Betty, c'est plutôt de laisser des ronces, de laisser des bois morts, voilà, de laisser des arbres, de laisser enfin, c'est tout cet ensemble-là qui est vraiment très utile et qui fait que c'est pas toujours nécessaire de faire des nichoirs. Donc c'est pour ça que je pense que avant d'aller dans ces ateliers-là, il vaut mieux travailler avec les personnes de Loire et Nature Environnement pour faire un bilan de sa parcelle et après de voir ce qui manque. J'ai plusieurs remarques par rapport à cette constatation. Bah, déjà, c'est vrai que le Gabor a initié un réel travail et c'est pas le cas dans toutes les régions, enfin dans tous les départements, pardon. Donc le but, c'est vraiment aussi de prendre contact avec les associations naturalistes dans les autres départements pour mettre en place ce type de travail en partenariat avec les associations. Et aussi en parallèle, donc là je ne l'ai pas mis, mais donc dans les comptes rendus de restitution des agriculteurs que j'ai pu visiter, j'ai toujours notifié donc l'importance d'avoir une mosaïque d'habitat, mais aussi l'importance de la gestion des différents éléments. Qui eux aussi sont, enfin c'est vraiment important à prendre en compte. C'est pas parce qu'on a une haie chez nous qu'elle aura un potentiel fort pour la biodiversité. Donc ces deux aspects-là aussi sur lesquels je vais communiquer. Dans les prochaines semaines sur la page du site internet de Biocentre, il y aura les résultats qui seront disponibles. Ce webinaire aussi en replay. Et donc j'ai réalisé des fiches aménagement, un petit peu comme je viens de vous présenter, avec plutôt des aspects de gestion de ces différents éléments pour favoriser la biodiversité. Et du coup, ça me fait rebondir sur une des questions qui est comment pouvons-nous communiquer nos résultats auprès des personnes qui nous suivent. J'imagine que c'est les personnes qui suivent le réseau bio plus généralement. On a aussi la volonté d'étendre notre communication plutôt à tout ce qui est communauté de communes, mais ça sera du coup en 2022 pour aussi toucher le grand public en général et voir aussi que les pratiques agricoles favorisent un grand nombre d'espèces. Pour ce qui est du diagnostic, je lis les questions au fur et à mesure. Donc un diagnostic pourra être réalisé, oui, pour avoir un avancement après amélioration des pratiques, pourquoi pas. Ça peut être aussi une thématique à rajouter dans les perspectives. Betty, je reprends la parole parce que du coup, j'ai un peu listé les questions comme on en avait parlé. Donc, effectivement, il y a une question autour de la communication. Donc, la communication, tu as un peu répondu sur la question. Concrètement, par rapport à la région et l'ARB, est-ce que tu peux détailler ce que tu as pu faire ou ce que tu vas faire? Il y a d'autres questions autour des associations avec qui on pourrait être en lien, et notamment de façon opérationnelle. Donc, avec du coup des listes d'associations qui sont indiquées là dans le chat, et dans le 28, apparemment pas beaucoup d'associations présentes. Voilà en gros les questions qui ont été posées. Et il y avait une question sur, alors si j'ai bien compris, sur un diagnostic à venir. Je pense que c'est le lien entre HVE et le diagnostic Solagro peut-être qui était interrogé sur est-ce que le diagnostic Solagro va s'étendre. Je pense que c'est comme ça qu'il fallait la comprendre, cette question. Comme Madame Godard a participé, fait partie des fermes diagnostiquées, j'imagine qu'elle voulait plutôt évoquer un diagnostic initial et un diagnostic qui pourrait être réalisé par exemple 5 ans après pour voir si le potentiel pour l'accueil de la biodiversité est mieux sur l'exploitation. Donc ça, c'est quelque chose, oui, qui pourrait être envisagé. Pour préciser sur tout ce qui est communication avec la région,
Pour l'instant, les liens sont encore un peu flous. Néanmoins, il y a quand même la volonté de notre part et aussi de la part de la région de travailler ensemble. Notamment, la région propose de communiquer l'Agence régionale de la biodiversité, pardon, propose de communiquer sur les résultats de ces diagnostics. Et nous, on a proposé notre aide à l'Agence régionale de la biodiversité pour mettre en contact différents agriculteurs qui pourraient être intéressés par la thématique et ce qui est déjà fait dans certaines communes, comme par exemple des inventaires communales de la biodiversité, donc ils font l'état des lieux des espèces présentes sur les communes. Et donc là aussi, ça pourrait être l'occasion de faire un inventaire naturaliste sur les exploitations. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Olivia? Parce que j'en oublie sûrement. Oui, Ah oui. par rapport au lien avec les associations environnementalistes, effectivement, à développer et puis des interrogations sur vers qui on peut se tourner quand on ne connaît pas, quoi. Voilà. Alors justement, ça aussi, c'est un point qui va être abordé en 2022, donc avec la volonté d'élaborer une liste un petit peu de référents en région en fonction des thématiques. Donc par exemple, si c'est plutôt sur les rapaces, si c'est plutôt sur les haies, si c'est plutôt sur les mares. J'ai déjà eu donc des contacts avec les associations France Nature Environnement. Le partenariat est à développer, mais dans le meilleur des cas, j'aimerais justement faire une liste des associations un peu à contacter. Et si donc j'ai eu contact aussi avec la LPO qui serait aussi intéressée pour réaliser des diagnostics. Mais comme du coup j'ai fini mes diagnostics en novembre, j'avais les comptes rendus à rédiger et donc le webinaire à préparer. Mais ça fait partie donc vraiment des perspectives à réaliser en 2022. Et créer un label inventaire biodiversité paysanne pour les fermes. Pourquoi pas. Après, l'objectif ici, c'était vraiment de faire un petit peu un état des lieux pour avoir une vision globale des pratiques à améliorer, pour aussi en faire part à mes collègues qui sont spécialisés dans chacune des filières. Et plutôt sur tout ce qui est aspect biodiversité, vraiment mettre en place de réelles actions sur l'ensemble de la région, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Mais toutes les perspectives sont plus ou moins envisageables et toutes les idées sont bonnes à prendre pour la suite. Je vois qu'il est presque 19h. Si vous avez encore quelques questions, on peut y répondre. Excuse-moi Betty, j'ai une question encore. Donc Claudette du Gabon, je pense à ça là en même temps que tu parlais. Par rapport à la communication, parce que bon, je vais dans les CDOA, enfin voilà, je siège là-dedans, et c'est vrai que je n'entends plus que dans la bouche des gens de la DDT HVE, 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 et donc aide à la certification HVE. Comment est-ce qu'on pourrait justement toucher ces organismes-là de l'État, quoi, les DDT, les chambres d'agriculture aussi, pour leur montrer le bilan peut-être soit ce bilan que tu as fait là ou bien dans un an, enfin voilà, je sais pas. Mais je pense on parle pas assez. On parle pas assez là. Il y a AGE est en train de tout pomper au niveau de la communication. Ils ont trouvé tout ce qu'il fallait, le nom et tout, hein. Donc il faut qu'on y aille, quoi. Il faut qu'on soit un peu mordant et qu'on montre à tous ces organismes-là. Donc, qu'on est là, hein. Voilà, parce que le conseil régional, ok, il a compris que la bio était là et que la biodiversité chez les bio était là. Mais maintenant, il faut toucher d'autres organismes. Voilà. Je ne sais pas comment, mais voilà. De toute façon, il y a un rapport final qui est prévu pour la région. Donc voilà, pour l'instant, on a commencé à communiquer auprès des adhérents, aussi donc lors d'événements. Donc il y avait diverses personnes de présentes.
Donc mon travail a quand même été entendu dans pas mal d'organisations. Mais c'est vrai que oui, il reste quand même des organismes à cibler pour les sensibiliser et aussi pour mettre en valeur donc les pratiques bio. Mais ça, c'est vraiment un travail qui va se faire aussi sur du long terme et c'est quelque chose qui sera fait dans tous les cas puisque les résultats seront valorisés et ce travail-là ne va pas en rester là, si je peux dire ça comme ça. Oui, je voudrais Oui. compléter juste sur ce point, puisque le travail de Betty a été présenté en commission biodiversité, et où du coup, un des points qui a été souligné, c'est aussi la dimension nationale que doit prendre une communication vis-à-vis d'HVE, et que nous, régions, on a évidemment notre pierre à apporter à l'édifice, mais que ça ne peut pas être que nous. Et ça doit prendre une dimension plus large que simplement au niveau de la région. Voilà. C'est vrai que oui, je Et l'ai c'est- pas évoqué, mais du coup, j'ai travaillé avec la FNAB, notamment dans le cadre de la brique biodiversité du nouveau label. Cécile Blanc de la FNAB est bien au courant du travail que j'ai mené. Elle a participé à la commission et elle a bien pris en compte aussi les remarques que nous avons pu faire à ce sujet-là et du besoin aussi des agriculteurs que ce soit relayé, que ces informations-là soient relayées au niveau national. Et donc pour conclure, oui, il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Oui, c'est Jean-François. Je pense Oui. que c'était quand même un des objectifs au départ de cette action, de pouvoir montrer que les résultats, que la bio en elle-même, de fait, en la pratiquant, nous mettait, on va dire, de fait au-dessus de HVE, au minimum remplir les critères de HVE, c'est bien ce que tu as montré. Et je pense qu'il y a quand même certainement une mise en forme, on va dire, politique à donner des résultats qui peut être exploitée aussi bien déjà au niveau de la région. Il ne faut pas attendre, je pense, au niveau du national. C'est-à-dire que d'ores et déjà, que ce soit dans les CDOA ou ailleurs, il faut arriver à faire passer l'idée que la bio, de fait, elle remplit les critères d'HVE. Voilà, c'est un truc tout simple. Et donc là, on a quand même, alors on a une cinquantaine de fermes. Je ne sais pas si c'est envisagé d'en faire plus là en 2022. Oui. Oui. Donc tu vois, plus on aura de fermes et plus ce résultat peut être affirmé de manière robuste. Ben, c'est vraiment un besoin qui a été identifié de toute façon de communiquer à plus large échelle, mais c'est un point aussi qui a été beaucoup débattu pour justement ne pas aller trop vite à ce sujet-là, puisque c'est un sujet qui est assez complexe et politique. Donc voilà, on a bien pris en compte toutes les remarques, on va communiquer dessus, il faut juste qu'on trouve les formes et auprès de qui, mais c'est un travail qui va être mené par la suite. Et donc, je vais répondre aux deux dernières questions qu'il y avait dans le chat. Donc, Elena, les points faciles à adopter pour les agriculteurs, il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Après, de par les audits aussi, il y a certains agriculteurs qui ne sont pas prêts à changer certaines de leurs pratiques pour des questions de facilité. Je pense notamment en grande culture pour la taille des parcelles, mais aussi l'enherbement donc des interrants dans les vignobles à cause de la concurrence que cela peut faire aux vignes. Donc après, c'est ce travail de changement de pratique, ça va être aussi beaucoup dépendre de la volonté des agriculteurs, même si certaines améliorations sont plus faciles que d'autres à mettre en œuvre, du moins peuvent être faites plus rapidement et d'autres plutôt dans le long terme. Et pour répondre donc à Claude Golando, sur la biodiversité du sol, non, il n'y a pas eu de travail de réaliser, mais ma collègue en maraîchage va travailler donc sur tout ce qui est justement biodiversité du sol. Et donc c'est une thématique peut-être qui pourrait être élargie aussi dans d'autres filières. À voir pour les années prochaines. Je voulais vous remercier d'avoir participé à ce webinaire.
Remercier aussi les agriculteurs qui ont participé au diagnostic et de m'avoir accordé du temps. Il reste encore beaucoup d'actions à mettre en œuvre et j'espère que le réseau permettra justement de continuer sur cette lancée. Je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne soirée.